Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de notre chaîne Infomédia One, bonjour et merci encore de nous rejoindre pour notre émission Revue Hebdo. Comme vous le savez, nous recevons une invitée ou un invité et aujourd'hui c'est une invitée, en l'occurrence Madame Christine Boutin. Bonjour. 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 Voilà, avec qui nous allons passer en revue l'actualité. Le principe, nous le rappelons puisque c'est une nouvelle formule. Nous prenons des sujets d'actualité qui sont soit de la semaine, du mois, de l'année, ou voilà, c'est quelque chose qui a pu se passer il y a 10 ans parce qu'il y a des choses qui sont toujours d'actualité. Donc Madame Christine Boutin nous fait l'honneur de nous recevoir chez elle à Rambouillet. En tout cas, encore une fois, merci, parce que nous savons que vous êtes très prise, il y a beaucoup de choses à faire. Pour certains de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous faire un petit CV express en 30 secondes, 2 minutes, comme vous voulez? Alors, écoutez, d'abord, je suis une femme et heureuse d'être une femme. Je suis mariée depuis près de 45 ans. Félicitations. Avec le même homme. Ah oui, il faut préciser. Il faut préciser. J'ai 3 enfants et 5 petits-enfants. Et je suis engagée en politique depuis fort longtemps, puisque mon premier engagement date de 1977, où j'ai été élue locale. Et puis, petit à petit, j'ai été amenée à franchir tous les échelons de la responsabilité politique française, puisque j'ai été députée pendant plus de 20 ans et ministre chargée du logement. Et puis, je suis au Conseil général des Yvelines depuis 1982. Donc, vous voyez, j'ai une expérience politique qui est ancienne et réelle. Alors, pourquoi la politique? Eh bien, parce que moi, j'avais envie de servir mes compatriotes. Alors, il y a moult façons de servir ses concitoyens. Mais moi, servir, c'était être une élue locale. J'avais pas envie de faire politique du tout. Je voulais m'occuper dans un petit village où j'habite près d'ici, à Hauts-Fargis. Et j'ai été maire de ce petit village. Et puis, voilà, j'ai été amenée à progresser en politique. Mais c'est la notion de service qui a été mon moteur. Il y a 2 mots qui pour moi sont importants dans mon engagement politique. C'est le service à mes concitoyens et le deuxième, c'est la fragilité. Ce qui me touche, c'est la fragilité. La fragilité, c'est-à-dire? La fragilité sous toutes ses formes. La fragilité dans la vie, ce qui entraîne pour moi le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, ce qui n'est pas toujours bien partagé dans ce pays, mais moi je tiens au respect de la vie, parce que le plus fragile d'entre nous, que nous avons tous été, c'est l'embryon. Et je ne condamne pas, je ne juge pas les personnes qui sont amenées à avorter, mais la banalisation de l'avortement est pour moi un véritable drame. Alors ça, c'est une fragilité. La fragilité aussi à la fin de la vie, bien sûr, mais c'est aussi la fragilité sociale. C'est la fragilité du pauvre, du SDF, du miséreux, voilà. Tout ce qui touche à la fragilité, et en réalité, la fragilité, elle touche tous les spectres de la vie. Alors, pour parler de fragilité, si je vous dis Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, écoutez, ça m'inspire. La vie politique est une vie très paradoxale. Quand je me suis engagée en politique, après avoir été maire de Fargis, je me suis engagée aux côtés. M. Giscard d'Estaing m'a demandé de venir dans son groupe de travail. Et comme ça ne collait pas trop bien entre nous, je me suis rapprochée de M. Barre. Raymond Barre. Raymond Barre, et à qui je dois tout, qui est vraiment mon mentor en politique. Et quand je suis devenue députée, je ne faisais pas partie de politique, je n'étais pas dans des partis politiques en 1980. Et quand M. Mitterrand a été élu président de la République, moi j'avais une sensibilité plutôt de droite. Donc j'ai soutenu M. Giscard d'Estaing. Sans me rendre compte à l'époque, parce que j'avais aucune culture politique, j'étais une brave française, voilà, et celui qui était battu, celui qui était à terre, celui qui était fragile, eh ben, j'ai été le défendre, sans me rappeler que M. Giscard d'Estaing avait quand même été le président qui avait apporté l'avortement. Quant à Mme Veil, alors j'ai eu des moments très durs avec elle, très durs, parce que nous ne partageons pas les mêmes idées. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que la vie politique a avancé, les années aussi, eh bien nous nous sommes rapprochés parce que Mme Veil, qui du reste m'a fait l'honneur d'être présente à ma décoration de la Légion d'honneur, s'est aperçue qu'il y avait eu un dérapage, une dérive
par rapport à la loi qu'elle avait. Elle a émis des regrets. Elle a émis des regrets, et donc, alors je ne dis pas qu'elle est sur la même longueur d'onde que moi, mais tout de même, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait en 1975, la loi qu'elle avait votée, n'était plus du tout la même en 2014. Alors, nous sommes en politique et il est évident que les lois peuvent avoir certains esprits au départ et à l'arrivée, on en fait autre chose. Est-ce que, quand vous nous présentez les choses de la sorte, est-ce que pour vous, donc, l'éponge est passée? Ou vous avez passé l'éponge sur cette loi? Moi non. Parce que je pense que l'avortement est... Alors l'avortement, si vous voulez, moi je suis favorable à la dépénalisation naturellement de l'avortement. On ne va pas condamner une femme... Les faiseuses d'ange. Oui, c'est ça, on va pas... Ça, bien sûr qu'il fallait arrêter ça. Et bien sûr qu'il faut donner toutes les conditions sanitaires à la femme qui est en situation d'avorter. Mais comme responsable politique, j'estime que s'il y a tant de femmes qui sont amenées à avorter, c'est parce que moi, responsable politique, je n'ai pas... Oui, j'ai failli. Nous n'avons pas construit les conditions qui permettent à cette femme, qui est en situation économique difficile, qui n'a pas de logement, qui a été lâchée par son copain, nous n'avons pas fait les structures pour lui permettre de garder la vie. Et beaucoup de femmes sont amenées à avorter. D'abord, je ne connais pas une femme qui a avorté et qui en était heureuse, de gaieté de cœur. Mais par contre, nous, les politiques, nous n'avons pas construit les structures qui lui permettent de garder cette vie. Donc moi j'estime que celle qui est en faute, c'est moi. Et c'est comme femme politique que je me sens responsable de cela. C'est pas la femme que j'accuse, si vous voulez, pas du tout. C'est nous, les politiques, nous n'avons pas su créer les conditions d'accueil de la vie et de mettre cette femme en situation économique, psychologique, sanitaire, sociale suffisante pour qu'elle puisse garder l'enfant. La plupart des femmes qui avortent, elles avortent parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Elles sont dans l'incapacité matérielle de pouvoir accueillir la vie. Vous avez parlé de votre engagement politique, 38 ans, puisque depuis 1977, oui. Donc ça fait quand même 38 ans. Des partis politiques, vous en avez connus, et oui. Aujourd'hui, donc, c'est le PCD. Oui, le Parti chrétien-démocrate. Pourquoi? Parce que... Pourquoi chrétien? Chrétien, parce que ça c'est mon ADN, si vous voulez. Vous êtes bien consciente que dans un pays où, alors je peux me tromper, nous pouvons nous tromper au niveau de notre média, mais nous avons l'impression que le fait religieux, enfin le fait chrétien pour tout dire, intéresse de moins en moins de gens. Quel intérêt ou quelle portée ça peut avoir aujourd'hui dans les bas de campagne au nom d'un parti chrétien en France, 65 millions d'habitants? L'intérêt, c'est qu'il est essentiel pour moi. Il est essentiel parce que les valeurs, vous savez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je m'en doute, mais malheureusement ce n'est pas possible. Les valeurs chrétiennes sont des valeurs qui sont profondément humanistes. Ce sont des valeurs universelles. On n'est pas obligé d'être chrétien pour partager les valeurs qui sont portées par les chrétiens. C'est une vraie question du reste qui est posée aujourd'hui. Quel est l'avenir de l'homme dans la société de demain? Quelle est la place de l'homme par rapport aux enjeux économiques? Aujourd'hui, la personne humaine est souvent un objet de variation par rapport à des enjeux économiques. On fait les licenciements pour préserver des intérêts économiques plutôt que la personne humaine. Sur le plan scientifique, on est capable aujourd'hui de faire des enfants dans des éprouvettes et on les choisit. Et demain, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais avec les techniques, que moi je suis pour le progrès, mais je ne suis pas pour le progrès qui va vers la déshumanisation. La déshumanisation, ça va être quand ce qui va être possible dans les années à venir, qui est la faisabilité de faire un enfant dans un utérus artificiel, où les femmes ne seront plus là. Donc la déshumanisation totale de l'homme, moi je pose la question, quelle est la place de l'homme dans la société que nous construisons ? Quelle est la répartition de la richesse aujourd'hui dans cette société que nous vivons? Est-ce que nous ne devons pas remettre complètement tout à plat pour une meilleure répartition de la richesse dans le monde? Du reste, les difficultés que nous avons quand on parle de Lampedusa en Italie, etc., eh bien, ces pauvres gens viennent chez nous parce que chez eux c'est plus possible. C'est un peu comme la femme en France qui est contrainte d'avorter parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour elle. C'est un autre niveau, mais c'est la même chose. Et sur le terrain, comment s'est perçu votre message tel que vous nous le présentez? Comment c'est perçu sur le terrain? Mais écoutez, la longévité avec laquelle j'ai pu être élu et réélu
prouve que ça a été entendu. Mais ce que l'on sait ici, dans cette région, où j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale, ce que l'on sait, c'est que ma porte est ouverte à tout le monde. Même celui qui n'est pas chrétien, bien sûr. D'abord, je ne demande pas de certificat de baptême quand on vient me voir. Et puis, même mes adversaires politiques, ils ont toujours eu la porte ouverte ici. Moi, je suis profondément humaniste. J'aime l'homme, j'aime l'autre, j'aime la personne humaine. Et si vous voulez, pourquoi j'aime tellement la politique? C'est parce que la politique, qui peut paraître très décevante, elle est profondément humaine. C'est-à-dire qu'on voudrait que la politique, ce soit l'idéal. Mais non, elle n'est pas idéale, la politique, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes, de chair et d'os, qui ont leurs sentiments, qui ont leur courage, qui ont leurs mensonges, qui ont leurs maladies, qui ont ceci, qui ont cela. C'est profondément humain. Et c'est ce qui me plaît dans la politique, c'est la personne humaine. Nous parlons effectivement de votre engagement politique et aussi chrétien, puisque les deux sont liés pour vous. C'est plutôt d'obédience catholique, si je ne me trompe pas. Oui, je suis catholique. La papauté, pour vous, ça a un sens. Oui, bien sûr, le pape est très important pour la catholique. Le pape, qui il soit, qui qu'il soit, Joseph Ratzinger. Alors, si je vous dis le pape Nicolas V, ça vous parle? Non. Alors, le 8 janvier, donc, il y a plusieurs siècles, ça devait être au 14e ou au 15e, le pape Nicolas V signait une bulle, on appelle la bulle papale, qui autorisait et encourageait l'esclavage. Voilà pourquoi je vous demandais, vous m'avez dit que pour vous, la papauté a un sens. Bon, c'est une information que vous apprenez aujourd'hui, donc forcément, le recul ne peut pas être le même. Mais comment, à votre avis, un homme qui se réclame de toutes les valeurs dont vous avez parlé, l'humanisme, aimer l'homme avec un grand H et autres, peut s'engager un beau matin, voilà, on signe une bulle papale et qui a encouragé les royautés occidentales à faire ce commerce que nous savons tous. C'est une faute et une erreur, bien évidemment. L'esclavage est quelque chose qui n'est pas possible. Du reste, vous ne m'avez pas laissé répondre totalement par rapport au pape. Je vous ai dit le pape est quelque chose de très important, mais moi ce qui est le plus important, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais parlé d'esclavage, bien au contraire. Donc voilà, naturellement, je condamne l'esclavage. Mais vous savez, cher monsieur, je vais peut-être vous choquer et choquer vos téléspectateurs, mais je pense aujourd'hui que le traitement que nous faisons à l'embryon est de même nature que cette décision de l'esclavage pour les hommes. Parce que comment est-ce que l'on a pu, à l'époque, bon, je ne savais pas que c'était ce pape-là, Nicolas V. Italien, je n'ai pas son nom exact, je retiens que Nicolas V. C'est pas grave, Nicolas V, que ce pape ait pris une bulle demandant l'esclavage, c'est un manque c'est inqualifiable, c'est inqualifiable. Mais aujourd'hui, ce que l'on fait vis-à-vis de l'embryon, que l'on traite comme un objet de laboratoire, est pour moi une forme d'esclavage. Parce que nous avons tous été des embryons. Alors c'est moins visible, parce que l'embryon c'est des petites cellules, alors ça n'a pas la forme humaine, mais on n'a jamais vu un embryon humain donner naissance à un âne ou à un chat. Je veux dire, c'est une réalité humaine. Et là, nous sommes aussi dans l'aveuglement, comme a été ce pape Nicolas V, qui a fait cette bulle, de la réalité humaine des êtres. Là, c'est absolument scandaleux et il n'y a pas eu que ça qui a été mal fait dans l'Église catholique. Il y a bien d'autres choses qui ont été mal orientées. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'humanité, que l'on soit catholique ou pas du reste, mais l'humanité, elle progresse au fur et à mesure des générations dans sa réflexion. Et du reste, ça ne se fait pas sans violence, ça ne se fait pas sans tension. Mais notre regard est effectivement aujourd'hui pas du tout le même sur la personne de race noire, puisque c'était plutôt, je pense, l'esclavage noir qui a été visé, que celui de Nicolas V et de l'époque de Nicolas V. Et heureusement, parce que sinon, si on pensait qu'on était complètement statufié dans une réflexion, mais ça serait désespérant, il faudrait se flinguer tout de suite. Il faut penser que l'espèce humaine est en progrès de façon permanente, et nous avons à nous améliorer. Et nous avons beaucoup de chemin à faire encore. Alors, un sujet d'actualité dont on a parlé avant le tournage, comme vous savez, M. François Hollande, président de la France, dans ses 60 propositions, avait promis, s'était engagé pour mettre en place un arsenal législatif permettant aux personnes de même sexe de pouvoir se marier. Loi appelée curieusement mariage pour tous, pourquoi pas directement mariage homosexuel. Il est sans doute mieux placé que nous pour en parler. Vous vous êtes fortement engagé effectivement contre ce mariage.
on fait partie des personnalités qu'on en a vues du début à la fin. Et vous avez... Voilà, qu'on verra encore. Merci pour l'information. Et vous avez proposé, vous avez demandé à l'époque qu'un référendum soit organisé. Comme on le sait, au niveau de la France, le référendum, c'est l'initiative du chef de l'État. Et souvenez-vous qu'en 2005, un chef de l'État que vous avez forcément bien connu, Jacques Chirac, avait organisé un référendum sur le traité constitutionnel européen. Le peuple français, à plus de 50%, peut-être même 55%, avait voté non. Et vous faisiez partie. Vous faisiez partie, effectivement, je m'en souviens très bien. Et le Parlement, alors à l'époque, vous étiez peut-être encore député. Ah oui, oui, bien sûr. Comme un seul homme, donc gauche et droite confondus, à quelques très rares exceptions près, dont vous étiez également, s'était assis sur ce référendum. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir quelle peut être l'importance ou quel peut avoir le poids d'un référendum, sachant très bien que les politiques qui sont aux manettes, qui à un moment donné s'entendent, parce que quand c'est des questions qui les intéressent fortement, parce que nous sommes persuadés que si aujourd'hui la droite, en tout cas l'UMP, revenait aux affaires en 2017 ou en 2022, personne n'est dupe, cette loi ne sera pas revue, elle ne sera pas balayée. Donc quel peut être l'intérêt? Vous parlez de laquelle? La loi, alors, le mariage, la loi Taubira? Oui, pour le mariage dit pour tous. Oui. Et donc, quelle peut être l'importance d'un référendum dans ce cas de figure, sachant que, voilà... Oui. Alors, si vous voulez, deux choses. En ce qui concerne l'affaire du traité du référendum en 2005, le fait que le Parlement soit revenu dessus est une faute. Est une faute qui, au niveau de la France, est aussi grave que la faute de Nicolas V, du pape Nicolas V, au niveau de l'Église catholique. On ne peut pas passer par-dessus la volonté du peuple. Le peuple, effectivement, les bien-pensants, l'élite, la pensée unique voulaient que le peuple dise oui. Vous ne faites pas partie de l'élite quand vous présentez la chose? Je suis peut-être une aberration dans cette élite. C'est peut-être pour ça que j'en sois plein la figure. J'en sais rien, mais ça m'est complètement égal. Moi, je suis là pour défendre des convictions, défendre mes idées. Bon, il se trouve que moi, j'étais d'accord avec le peuple de France et j'ai voté non à ce traité. Et j'ai voté non au référendum et j'ai fait une campagne avec le PCD qui à l'époque s'appelait le Forum des Républicains Sociaux. J'ai fait campagne contre. Bon, le pouvoir politique, c'est-à-dire ceux qui ont la majorité, moi j'étais minoritaire dans la classe politique, dans l'élite dont vous parlez, j'étais minoritaire parce que tous ceux qui votaient contre, c'était les abrutis, ceux qui ne connaissaient rien, qui n'avaient aucune culture. Les incultes, on était vraiment, il fallait avoir du courage. On peut dire les sans-dents aussi. À l'époque, on ne parlait pas des sans-dents. À l'époque, on ne parlait pas des sans-dents. Enfin bon, voilà. Et donc, je pense que c'est une faute. C'est une faute d'être passé par-dessus la volonté du peuple. Alors, en ce qui concerne ma demande de référendum à M. Hollande, effectivement, j'ai toujours été opposé au mariage homosexuel. Non pas que j'ai un problème vis-à-vis des homosexuels, parce que l'homosexualité a toujours existé depuis que le monde est monde, et personne n'a à juger. Et moi-même, qui ai tellement le respect de la personne humaine, quel que soit son état de santé, sa race, sa religion, sa nationalité, etc., parce qu'elle est à l'image de Dieu. Le fondement même de mon amour de l'autre, c'est parce que tous, nous sommes à l'image de Dieu. Pour moi, c'est évident. Et même mon adversaire, il est peut-être plus aimé de Dieu que moi, je le suis. Donc, j'aime la personne humaine. Eh bien, et j'ai des amis homosexuels vraiment très, très sincères. Mais la réalité, c'est que le mariage homosexuel est un mensonge. Parce que le mariage est là pour la procréation, et il ne sera jamais possible d'avoir un enfant avec deux hommes ou avec deux femmes. Et donc c'est entraîner, c'est construire la société sur une valeur fondamentale qui est la pérennité de l'État, de l'espèce et surtout de l'État, par la naissance des enfants, c'est de la fonder sur un mensonge. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai proposé un référendum ? Quand M. Hollande s'est présenté, effectivement, il y avait cette proposition, en 33, je crois, 36, je ne sais plus, mais personne n'a fait attention et personne n'a voté pour M. Hollande sur cette question-là. Tout le monde a pensé que c'était marginal, qu'il n'en ferait pas, etc. Enfin, voilà, bon. La première chose qu'il a faite, c'est ça. Et moi, dès le mois de juillet, ou début août plutôt, suivant son élection, j'ai écrit à M. Hollande et à M. Ayrault, à l'époque Premier ministre, pour leur demander de me recevoir de façon à ce qu'il y ait un référendum. Parce que j'ai pensé que si ce texte allait jusqu'à son terme, il y aurait une fracture dans la société française. Un véritable séisme,
et qui du reste est le cas aujourd'hui. La France, bon, elle est un peu rassemblée parce que malheureusement, et heureusement, il y a une unité nationale qui émerge par rapport à cet horrible attentat qui est arrivé à Charlie Hebdo. Mais qui ne vous a jamais ménagé d'ailleurs. Jamais. Mais on pourra y revenir si vous voulez là-dessus. Mais donc voilà, j'ai pensé qu'on allait vraiment, mais de façon très profonde, diviser le peuple de France avec cette loi. Et que la meilleure façon, parce qu'en France, quand on est républicaine et démocrate, la seule chose qui est vraiment importante, c'est le suffrage universel. C'est pour ça que c'était une erreur en 2005 de ne pas en tenir compte. Et c'est ça ce qui donne la légitimité. Donc, il fallait prendre le risque, entre guillemets, et moi j'étais prête à le prendre pour la paix et pour l'unité nationale, de faire un référendum. Parce qu'à l'époque, au mois d'août, les Français disaient, ça a pris une importance. C'est les vacances. Voilà. Et puis, c'est rien du tout. Pourquoi pas, s'ils le demandent, s'ils s'aiment, ben, on n'a qu'à le faire. Et puis voilà. Et donc, je pense que si le référendum avait eu lieu en septembre ou octobre, ce référendum m'aurait été défavorable. Aurait été défavorable à ce que je pensais, qui était d'être contre. Monsieur Hollande et Monsieur Ayrault, Monsieur Hollande, je crois, ne m'a pas répondu. Monsieur Ayrault m'a répondu en me disant d'aller voir Madame Taubira. La ministre de la Justice. Je suis donc allée voir Madame Taubira au mois de septembre, après qu'elle ait fait son annonce, et je lui ai dit, écoute, moi je la connais bien, parce qu'on était ensemble dans l'hémicycle, je lui ai dit, écoute, il faut que vous fassiez un référendum, sinon vous allez à la déchirure de ce pays. Elle me dit, jamais il y aura de référendum. Donc ils étaient absolument déterminés. Moi je pense que là, on a joué très gros par rapport à l'unité nationale, au fondement même de notre pays. Franchement, je le crois. Alors aujourd'hui, on a malheureusement des choses, je ne dis pas plus graves, parce qu'elles sont très graves, celles qui font qu'on construit un pays sur le mensonge. Ce n'est pas quelque chose qui est possible, ce n'est pas quelque chose qui est solide, c'est quelque chose qui a vocation à la tension. Le mensonge entraîne la tension et pas la paix. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec cet attentat épouvantable Charlie Hebdo, nous sommes dans la compassion et heureusement la France est unanime, qu'on soit pour ou contre le mariage homosexuel. Mais il n'empêche que je pense que c'est une erreur de l'avoir fait, de ne pas l'avoir fait ce référendum. Concernant l'armée française, généralement les Français aiment beaucoup leur armée, les militaires sont beaucoup appréciés, beaucoup mieux en tout cas que les policiers et d'autres représentants de la loi. L'armée française aujourd'hui est présente au Mali, elle est présente où elle fait la guerre, elle est présente à Djibouti où il n'y a pas de guerre. Il y a pas mal de territoires africains où est présente l'armée française. Vous n'êtes certes pas spécialiste des questions de défense, mais comment aujourd'hui une responsable de parti politique comme vous peut concevoir que dans un pays qui est quasiment en faillite, je reprends les mots de François Fillon, et c'est quelque part une réalité, le trou de la sécurité sociale c'est impressionnant, la dette n'en parlons pas, etc., etc., comment un État qui a du mal à boucler les fins de mois, reprenant la Seine-Saint-Denis, récemment des instituteurs ont été payés en tickets restaurant, ce qui est quand même extrêmement grave, il n'y a plus d'argent, comment vous pouvez expliquer, vous, en tant qu'élu de terrain, auprès de vos électeurs, et même ceux qui ne votent pas pour vous, que l'État dépense autant d'argent en Afrique pour maintenir ses bases militaires et autres, alors que, voilà. Alors, cher monsieur, c'est pas du tout que je vais me défiler par rapport à votre question, mais vous avez la gentillesse de dire que je n'étais pas une spécialiste de défense. Donc, je ne peux pas me permettre de parler de façon avec conviction et force sur ce sujet. Par contre, c'est-à-dire sur le côté spécifique africain. Pourquoi y a-t-il un tel déploiement en Afrique? Moi, je suis capable que de redire ce que l'on voit dans la presse, et je n'ai pas plus d'informations. Par contre, sur la défense, ça, sur le problème des principes, j'estime que la France ne donne pas suffisamment de moyens à son armée. Et ce qui se passe avec le terrorisme actuel en est la démonstration, et je suis absolument convaincue qu'on va être obligé de revenir sur le budget de la défense, qui ne fait que s'amoindrir, alors que le danger, et maintenant n'est plus à nos portes, il est à l'intérieur, sur notre territoire. Donc, sur l'Afrique, pardonnez-moi, je ne veux pas vous répondre parce que je n'aurais que des bêtises ou des platitudes à vous dire. Voilà. C'est louable pour vous, je vous dis sincèrement. Voilà, mais par contre, que l'on donne davantage de moyens à la défense en France, et merci d'avoir salué nos militaires. Je ne suis pas certaine que les Français, nous soyons tous bien conscients de leur qualité,
de la gravité, des risques qu'ils prennent pour nous. Honnêtement, je trouve que nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants à ces militaires qui portent des valeurs qui ne sont plus les valeurs à la mode aujourd'hui. Il faut quand même le dire, et ce sont ces hommes et ces femmes qui assurent notre propre sécurité. Donc moi, je profite de l'occasion pour leur rendre un hommage appuyé. Merci Madame Boutin pour votre sincérité. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes et des femmes politiques qui, lorsqu'ils ne savent pas ou lorsqu'ils ne savent pas, ne répondent pas. Voilà, je tiens à le saluer. Si je vous dis Antilles, qu'est-ce que ça inspire pour vous, Dom-Tom? Antilles, c'est la France, pour moi. La première chose, c'est la France. La deuxième chose, c'est deux choses. Comme femme, je dirais comme française, c'est pour moi un endroit où il y a du soleil. Vous y avez déjà été? Oui, je suis allée, pas suffisamment à mon goût, mais voilà, donc moi si vous voulez, comme française, j'ai une vision un peu touristique du problème. Comme responsable politique, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aux Antilles et qui ne sont pas suffisamment pris en considération par la métropole. Enfin, je le pense profondément. Il y a toujours, si vous voulez, un regard des politiques qui est un regard vis-à-vis des DOM et des TOM léger, parce que c'est le soleil, c'est la mer, c'est les coquillages, etc. Et la réalité sociale et humaine n'est pas obligatoirement prise en compte de façon aussi dense que ça devrait être. Le reste, on le voit très bien dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous avez les députés des Antilles, enfin des dom-tom qui se réunissent, il y a un groupe spécial, et quand ils veulent parler, ils ne sont pas pris en considération comme ils devraient l'être, j'estime. Mais je pense que ça vient du fait que ceux qui sont de métropole, les Antilles, c'est les vacances, quoi. Donc, c'est obligatoirement, ça va bien, quoi. Mais c'est pas vrai, ça va pas bien, ça va pas obligatoirement bien. On va y arriver, c'est la suite. Lorsqu'on parle du taux de chômage en France, vous êtes une responsable politique, je ne sais pas, peut-être qu'en 2017, vous allez aspirer à diriger la France, qui sait? Non, cette fois-ci, c'est fini. Qui sait? Ça, c'était un scoop, ça va rassurer mes adversaires. Vous savez, un séisme peut toujours arriver. Voilà, M. Hollande peut très bien dire j'arrête la politique, M. Sarkozy peut dire la même chose, et un boulevard pour Mme Boutin, qui sait. Donc voilà, lorsqu'on fait le calcul du taux de chômage en France, enfin, les chiffres qui sont donnés ne tiennent jamais compte des Antilles. Ça ne tient jamais compte des dom-tom. Mais comment on peut dire, quand je dis on, évidemment, ce sont les élites dont vous avez parlé, la République est une et indivisible, aucun pan de territoire, enfin, le discours habituel que vous connaissez mieux que moi. Mais comment ça se fait que les Antilles, la Réunion et autres sont mis de côté délibérément lorsqu'il faut calculer le taux de chômage? Ma réponse vaut ce qu'elle vaut, mais ma réponse, elle est assez simple. Malheureusement, le taux de chômage en dom-tom est très important. Beaucoup plus important que dans l'Hexagone. Beaucoup plus important que dans l'Hexagone. Naturellement, l'addition du nombre de chômeurs des dom-tom à celui qu'il y a en France, ça fait exploser tous les compteurs. Et que donc, personne n'a assumé, que ce soit la droite ou la gauche, le fait de les additionner et de les présenter aux Français. Donc voilà, je pense que c'est un manque de courage politique, d'assumer les choses. Mais même quand moi j'ai connu, puisque ça fait tellement longtemps que je fais de la politique, j'ai connu une période où le taux de chômage était beaucoup plus faible que maintenant, où il aurait été possible de le faire sans que... Mais à l'époque, non. Alors, ce qu'on nous dit, non, on ne le met pas parce qu'il y a des conditions particulières là-bas, je ne sais pas. Vous parlez de quelles conditions? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, moi j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais je pense que c'est parce que le chômage est beaucoup plus important là-bas et que si c'était additionné, mais je trouve scandaleux que ça ne le soit pas, je vous le dis franchement. Parce que, comme vous le disiez fort justement, on ne peut pas dire d'un côté qu'on est la République unique, et que d'un autre côté, il y ait des... Alors, les dom-tom ont aussi, je crois, alors je ne sais pas non plus une grande spécialité de ça, mais je crois aussi des règles un petit peu particulières en ce qui concerne l'attribution du SMIC ou de l'URSA ou je ne sais pas quoi. Effectivement, et malheureusement, tout calcul fait, ça ne les avantage pas tant que ça. Tout calcul fait, malheureusement.
Voilà, ce sont des remontées que nous avons, aussi bien de ceux qui vivent sur le terrain que des économistes qui travaillent sur la question. Et Madame Taubira aussi, on a assez parlé déjà quand elle était dans l'opposition, du temps de M. Nicolas Sarkozy. Effectivement, les faits montrent que de temps en temps, il y a un petit coup de pouce par-ci par-là, mais c'est du saupoudrage. Non, mais je pense qu'il y a un regard global à avoir sur ce problème. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'humanisme, et voilà, vous aimez l'homme, vous êtes prête à combattre des plus puissants que vous, et vous continuez à le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans les Yvelines, nous sommes chez vous. Je ne sais pas, alors, une journée de Madame Boutin qui veut manger, où est-ce qu'elle va acheter son repas ou ce qu'il faut pour faire son repas? Elle le fait à côté, elle va à Paris, elle va en Auvergne. D'abord, c'est mon mari qui fait les courses, c'est pas moi. Le couple Boutin, pardon, le couple Boutin, voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Bah, écoutez, non, on fait comme tout le monde, on va plutôt... alors moi, si vous voulez, j'habite dans la forêt, donc j'ai pas l'épicerie du coin, chez moi. Donc je suis obligée de prendre la voiture pour faire... Vous n'avez pas le permis de chasse? Moi non, moi non, j'ai pas moi. Donc voilà, parce qu'on va dans un supermarché. Voilà. Donc effectivement, vous faites ce qu'il y a de plus proche. Je vous en parlais, pour revenir encore aux Antilles, des départements comme la Guyane, qui ont le Brésil à côté, qui ont le Suriname, ne peuvent pas commercer ou faire des affaires, si je peux dire, comme votre mari pourrait le faire, en prenant sa voiture, en allant dans le supermarché du coin. Tous les produits, quasiment, sont obligés de venir de l'Hexagone et les prix, c'est 2, 3, 4 ou 8 fois plus élevé que ce qu'on peut trouver ici, à Rambouillet ou ailleurs. Et là aussi, mais la femme politique, que vous êtes, la responsable politique, qu'est-ce qu'elle en pense quand elle voit ce genre de choses? Eh bien, si vous voulez, honnêtement, ce problème-là, je le découvre. Je ne savais pas. C'est honnête, c'est bien. Mais alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a la nécessité d'ancrer tous ces territoires qui sont en dehors de l'Europe, de les obliger à bien faire partie de la communauté française. Je pense que économiquement, ça ne les arrange pas. Non, mais ça, j'imagine. Mais il n'empêche que, si vous voulez, s'il n'y avait pas ça, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où c'est seule l'économie et le fric qui guident ce monde, mais s'il n'y avait pas cette obligation économique, est-ce qu'il y aurait véritablement le sentiment d'appartenance de ces territoires en dehors de l'Europe à la communauté française? Je ne sais pas. Oui, c'est une vraie question. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est interdit. Mais, d'un autre côté, si c'est la vraie raison, les chômeurs devraient être comptabilisés dans la comptabilité nationale. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Dernière question sur les Antilles. En 1976, dans le port de Bordeaux, c'est un peu vieux, vous ne faisiez pas encore de la politique comme voilà, vous étiez en train de débuter. Des ignames venant des Antilles sont arrivés et voilà, on a fait des tests chimiques et autres, et on a trouvé dans ces ignames un taux de chlordécone qui est trop élevé. Pour faire très court, le chlordécone, c'est un insecticide qui était utilisé entre autres aux Antilles dans les plantations de bananes, d'ignames et autres. L'agriculture productiviste, vous savez ce que c'est, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça a été généralisé dans toute la Guadeloupe, dans toute la Martinique, il y a eu du chlordécone partout. Résultat, c'est les taux de cancer de la prostate notamment, ça a explosé. C'est un poison, mais ça tue, mais comme il n'est pas permis. Et donc, quand ces ignames venant de la Guadeloupe arrivent au port de Bordeaux et sont analysés, le ministère, par ses différentes délégations régionales et autres, va sortir une note disant que il est désormais interdit de vendre, alors non seulement de vendre, enfin d'exploiter, de vendre, de commercer les ignames dans l'Hexagone, pas sur le territoire français, mais dans l'Hexagone. Voilà. À ce niveau, c'est pareil, vous êtes responsable politique, mais quand vous entendez ce genre de choses, parce que là on parle de poison, vous avez parlé de l'embryon, voilà, vous êtes sensible à ce genre de choses, la vie humaine pour vous est importante. Bien sûr. Comment vous réagissez? Je trouve ça monstrueux, pas compliqué, je trouve ça absolument monstrueux. Alors vous voyez, j'ose espérer qu'aujourd'hui il se passerait la même chose, ça ne serait pas traité de la même façon. Honnêtement, aujourd'hui, il arriverait, on transpose en 2015
ce qui s'est passé en 1976, ça ne serait pas traité de la même chose, de la même façon. Mais ça aussi, vous voyez, c'est pour vous montrer que moi je suis convaincue que l'humanité est en marche et qu'elle avance de façon positive. C'est monstrueux ce qui s'est passé en 1976 sur cette affaire, mais aujourd'hui on ne le ferait pas. Hier, en métropole, on utilisait partout de l'amiante. On a arrêté l'amiante parce qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Enfin, c'était dangereux. L'agriculture productiviste et extensive, c'était l'époque 76. Maintenant, on est plus sur l'agriculture bio parce qu'on s'est aperçu que tous ces produits étaient mauvais. Donc, vous voyez, malgré un environnement qui est tellement triste en ce moment, quand on regarde un peu avec recul, on s'aperçoit qu'on avance. On avance à petits pas. Vous êtes très optimiste. On avance, mais oui, moi je suis une femme d'espérance, malgré tout. On fait des petits pas, on fait même des erreurs monstrueuses, on vient d'en citer plusieurs, mais il n'empêche qu'on avance. On avance, on avance. Voilà, ce que vous venez de me raconter, c'est monstrueux, mais je pense que, franchement, aujourd'hui, ça ne se produirait plus. J'ose espérer. Je suis frappé par votre optimisme permanent sur toutes les questions. Malgré les horreurs que vous découvrez, vous restez optimiste. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est peut-être ma foi. Enfin, je pense, moi, je suis une femme d'espérance. Et quand vous vous retrouvez au sol, parce que vous avez reçu un coup, quelque chose comme ça, pour revenir à cette question, là aussi, vous avez toujours de l'optimisme en vous. Je suis un peu sonnée d'abord. Hein, oui. Parce que je n'ai pas l'habitude. Et donc, je suis vraiment un peu secouée. Mais après tout, moi je suis allée là, j'ai pris mon risque, les gars, ils m'ont parfaitement reconnu, ceux-là, ils savaient parfaitement qui c'était. Voilà, ils ont cru faire bien leur travail, ils m'ont pas tué. Hein, donc, vous avez des enfants, quand vos enfants regardent ça à la télévision, ils doivent vous dire, maman, il faut arrêter à un moment donné. Non, ne diront pas ça. Non, mais ça fait perdre des... Non, ce qui est beaucoup plus détestable, c'est les détournements des photos qui ont été faites. Ah. Ça, c'est beaucoup plus détestable pour mes enfants. Pour moi, c'est mon risque, hein, même si c'est pas très agréable. Mais pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille, pour mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ça, c'est beaucoup plus... Et ils regardent? Ah bah oui, ils voient, ils vivent dans la société, donc ils voient bien quand même s'ils ne sont pas obsédés, comme certains de mes adversaires, qui ne font que de me suivre, que de regarder, que de me taper. Mes enfants, ils ne sont pas comme ça, heureusement. Heureusement pour eux, parce que les pauvres, ils seraient un peu traumatisés sans doute de temps en temps. Mais non, mais voilà, si vous voulez, non, ça faisait partie des choses. Non, je ne pense pas que ça soit bien d'avoir fait ça à un ancien ministre de la République. Mais une femme tout court. Une femme en plus, ouais, mais enfin bon, ça il ne trie pas. Hein. Voilà. C'est impressionnant. Et donc demain, s'il y a un rassemblement dans le même sens, vous irez encore sur le terrain? Je continuerai jusqu'à mon dernier souffle parce que je pense qu'on ne peut pas construire une société sur le mensonge. Or ça, c'est pas un petit mensonge, c'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire croire et priver un enfant de ses origines. Vous savez, moi, on a aussi chacun, on est pétri de sa propre histoire personnelle. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 5 ans. Ah. Donc j'ai très peu de souvenirs de ma mère. Et mon père s'est remarié avec une femme formidable, qui vit toujours, qui est âgée, très âgée, et qui a fait de moi ce que je suis. Donc c'est une femme pour laquelle j'ai énormément d'affection, beaucoup de reconnaissance. Mais cette femme n'est pas ma mère. Cette femme n'est pas ma mère. Cette femme, il y a un trou biologique dans mon histoire. Et construire une société, moi comme responsable politique, construire une société qui fait que des enfants, sciemment, la société va s'organiser pour que ces enfants ne connaissent ni soit leur père, soit leur mère, ça c'est pas possible. Donc pour vous, la PMA, la GPA, c'est non? Ah bah oui, c'est non, bien sûr. Et si la loi passe ou... Ah bah voilà, de toute façon... ils ont la majorité. De toute façon, je vais vous dire, cher monsieur, la GPA, bien sûr que je suis contre, mais la GPA, ce n'est qu'un moment dans l'histoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'utérus artificiel. Pour l'instant, la GPA, c'est l'esclavage moderne quand même des femmes. Il faut quand même se rendre compte que les femmes qui acceptent la GPA, elles le font la plupart du temps
peut-être un peu par compassion, mais surtout parce qu'elles ont des besoins financiers. Du reste, on va aller chercher dans les pays en difficulté des femmes pour pouvoir porter ces enfants. Bon, je ne parle pas des conséquences sur le fait que maintenant la science démontre qu'il y a un lien très direct entre la mère et pendant la gestation avec l'embryon et le fœtus. Et donc, obligatoirement, il y aura quand même un lien entre la femme GPA et l'enfant. Bon. Mais peu importe. Donc cet enfant, il va naître porté par une autre personne et il ne connaîtra pas son père ou sa mère, dans le cas d'un couple homosexuel. Eh bien, parce qu'il y aura un tiers d'honneur qui aura donné, non, mais il ne saura pas d'où il vient. Il va être là, dans la pesanteur, bon. Mais tout ça, c'est un moment dans l'histoire. Parce que dans quelques temps, ces femmes qui sont pour moi les esclaves modernes, on n'aura plus besoin d'elles. On va faire l'utérus artificiel et les femmes n'auront plus besoin de porter un enfant. Vous savez, les téléspectateurs vont dire, ah, ça y est, elle divague totalement, Christine Boutin, etc. Mais c'est ce qu'on m'a dit en 1993, au moment des lois bioéthiques, quand j'ai parlé de la procréation médicalement assistée et de la GPA. Il y a 22 ans bientôt. Mais oui, et on m'a dit, dans l'hémicycle, on peut le retrouver au journal officiel, mais Christine Boutin, elle perd la tête, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Voilà. Bon, eh bien, moi, je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure, vous êtes gentil d'avoir remarqué mon espérance et mon côté positif, je suis une femme d'espérance, donc il n'y a aucun problème. Ça, ce sont les aléas de l'humanité. On fait des expériences, on avance, on se trompe, on fait des erreurs monstrueuses, ben oui, mais on avance quand même. Qu'un on avance. Et moi, je vous dis que la GPA, pour laquelle je suis hostile à cause de l'enfant et de la femme qui est aujourd'hui esclave de l'économie, eh bien, dans quelques temps, on n'aura plus besoin de la femme pour la GPA. Est-ce que la femme va y gagner? Moi, je pense que... Moi, je suis fière d'être une femme. Je vous l'ai dit en commençant. Je vous l'ai dit. Je suis heureuse d'être une femme. Et dans mon identité, il y a la maternité. La maternité, elle fait partie de mon identité. L'homme à côté de moi, il est mon égal, mais il est différent. Complément. C'est un complément. C'est un complément. C'est un égal. Nous sommes égaux, mais nous sommes complémentaires. Moi, j'ai ma maternité. Si on enlève la maternité à la femme, ce qui va se produire, pour des raisons économiques, la maternité devient aujourd'hui un handicap dans la profession, dans la progression professionnelle de la femme. Donc, nous-mêmes, nous allons être consentantes à cela. Ne pas nous mettre le handicap de la maternité pour ne pas gêner notre propre profession. Eh bien, je dis que si on enlève la maternité comme identité particulière de la femme, nous allons toucher profondément à l'humanité, à ce côté humaniste. Voilà, la femme, ce n'est pas l'homme. Quand Pierre Berger dit louer son bras pour travailler à l'usine comme louer son utérus, c'est pareil, vous bondissez. Ben oui, bien sûr que je bondis. Naturellement, je bondis. Mais si vous voulez, Pierre Berger, c'est un accident dans l'histoire. C'est pas très grave. Si c'est dramatique. Il a une certaine influence. Il a une influence réelle, et du reste, on en voit les conséquences. Mais je dis par rapport à l'éternité, c'est un accident dans l'histoire. Nous sommes que le passage. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est pas lui. Si, actuellement, il est responsable pour grande part de ce qui se passe et de l'évolution actuelle. Mais il n'est pas le seul. C'est un mouvement qui est mondial. On parle de la globalisation, on n'en a pas beaucoup parlé ensemble, mais la globalisation, elle est là, et elle existe aussi par rapport à ces désirs de toute puissance de l'homme, qui s'imagine qu'il va pouvoir tout contrôler, tout maîtriser. Moi, je dis que nous sommes sur une fausse route. Je pense que nous sommes sur une fausse route. Et je ne suis pas contre le progrès. Bien au contraire, je suis émerveillée de toutes les technologies modernes, actuelles, et je trouve que c'est formidable. Mais faisons bien attention à notre humanité. Or, la femme, il y a un poète qui l'a dit, est l'avenir de l'homme. Et si on enlève à la femme son identité, on touchera à l'humanité dans sa totalité. Et construire une société sur le mensonge est pour moi une certitude d'aller vers le casse-cou, et d'aller vers la violence. Alors, la femme est l'avenir de l'homme. Une femme qui se prostitue. Oui. Donc vous avez parlé effectivement de la femme, on peut dire objet, hein, maman GPA ou femme GPA comme vous avez dit. Donc pour vous, une femme qui se prostitue, ça vous inspire quoi? C'est une esclave.
Alors certaines femmes me disent que non, parce qu'elles sont libres de leur corps, elles peuvent décider de leur vie, etc. Moi je n'en crois pas un mot, même si elles sont profondément sincères. Je pense qu'il y a des femmes qui s'imaginent que, vraiment sincèrement, qu'elles peuvent décider de leur corps, etc. Mais non. Madame Boutin, présidente, on pénalise le client, on pénalise la prostituée, qu'est-ce qu'on fait moi, face à ce fléau? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j'ai changé de posture. Au départ, j'étais pour la pénalisation des clients. Et maintenant, je suis pour l'abolition de la prostitution. Comment? Alors, bah oui, ça paraît complètement idiot, ça paraît complètement idéaliste, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, au départ, je pensais que c'était irréaliste et pas possible. Mais après avoir beaucoup travaillé sur ces sujets et sur la dignité de la personne humaine, je pense que c'est la seule solution. Ça mettra du temps, parce que la prostitution a toujours existé depuis que le monde est monde. Il paraît que c'est le plus vieux métier au monde. Et pareil, c'est ce qu'on dit, enfin, ça arrange tout le monde de dire ça. Bon, mais sans doute. Mais je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que cette pratique soit abolie. Comment on fait? Eh bien, c'est culturel en fait, c'est un problème culturel. Et c'est en particulier quand il n'y aura plus de prostitution, ce sera le moment où véritablement la dignité de la personne humaine, toute la personne humaine, l'homme comme la femme, seront érigées comme principe supérieur. Aujourd'hui, il y a dans la relation de la prostitution une relation de pouvoir de l'un sur l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre du reste. Là, quand il y aura vraiment égalité entre l'homme et la femme, c'est le jour où il n'y aura plus de prostitution. En tout cas, merci. Alors pour terminer, nous allons vous demander deux petites choses. À part tout ce dont on a parlé, la semaine écoulée ou le mois dernier, qu'est-ce qui vous a énervé? Il y a quelque chose qui vous a énervé, qui vous a fait monter le sang? Non, je ne dirais pas énervé, c'est plutôt abasourdi. C'est naturellement ce massacre à Charlie Hebdo. Aucun Français, même dans le monde, je vois, aucun pays démocratique dans le monde est passé à côté de cette affaire. On parlait de monstrueux tout à l'heure, mais c'est même pas monstrueux, il n'y a pas de mots. C'est horrible, c'est épouvantable, c'est inhumain ce qui s'est passé, c'est inhumain. Et encore une fois, je vous dis, Charlie Hebdo ne m'a pas ménagé, merci d'avoir remarqué tout à l'heure, mais on a touché là la liberté d'expression qui est une liberté fondamentale. Voltaire disait « Je me battrai jusqu'à donner ma vie pour que mon adversaire puisse parler ». Ben, je reprends cette citation à mon compte, bien sûr. Donc ça, voilà. Et si vous voulez, à côté du reste, je pense qu'il y aura un avant et un après 7 janvier 2015. En France et dans le monde. Et côté coup de cœur, encore une fois, à part tout ce dont on a déjà parlé, un coup de cœur. Coup de cœur? Un livre, un disque, un concert, un spectacle, une phrase. Eh ben, je vais vous dire, c'était dans les 15 jours qui viennent de se passer, ça a été Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui s'est passé? Johnny Hallyday a fait une émission sur TF1 ou France 2, je ne sais plus, TF1 je crois, TF1, où il était en forme formidable. Il a chanté magnifiquement bien, il y avait des petits jeunes qui essayaient de reprendre ses chansons, on le voyait piaffer parce que franchement, quand c'est Johnny, c'est Johnny, et il s'est mis à chanter avec eux. Et là, j'ai eu un moment de bonheur parce que voilà, cet homme qui est quand même maintenant, enfin, moi c'est ma génération, hein, c'est ma génération, mais il a traversé toutes les générations, il a un enthousiasme fou, il a une force, il a encore de la voix, je croyais qu'il avait un peu perdu, il était plutôt beau. Voilà, j'ai eu un bon moment de bonheur et j'en remercie Johnny Hallyday, une fois de plus, il m'a donné de la joie pendant cette émission et voilà, voilà ce que je pourrais dire. Madame Boutin, dernière question, parce que, à part la Bible, vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, oh là là, je suis en train de lire un livre qu'il ne faut pas lire. Le suicide français d'Éric Zemmour. Pourquoi il ne faut pas le lire? C'est ce que dit l'intelligentsia, c'est ce que dit la pensée unique, c'est ce que disent un certain nombre de nos penseurs. Il ne faut surtout pas lire Éric Zemmour. Eh bien moi je lis Éric Zemmour et je me délecte. Je me délecte en le disant parce que peut-être qu'il y a des approximations historiques et encore, parce que ce n'est pas une concession que je fais. Je retrouve de toute ma vie l'explication et
Et je partage ce livre. Je partage ce livre totalement. Je connais très bien Éric Zemmour depuis très longtemps. Et c'est un livre que je recommande, moi, de lire à tous les Français. Merci, Madame Boutin, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Et merci, chers téléspectateurs de la chaîne Infomédia One, pour le temps que vous nous avez consacré encore une fois sur notre émission Revue Hebdo. Nous allons nous retrouver très prochainement. Nous étions donc aujourd'hui à Rambouillet chez Madame Christine Boutin pour notre émission. Elle a bien voulu prendre le temps de nous écouter, de nous donner également son point de vue sur différentes informations. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.